Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie sur Radio J. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une femme qui a transformé il y a quelques années un investissement associatif en véritable engagement politique. C'est Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, qui nous fait le grand plaisir d'être notre invitée aujourd'hui. Madame la ministre, tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et première question, comment allez-vous dans cette drôle de période que nous traversons ? Cher Frédéric Zetoun, merci de me donner l'occasion de pouvoir échanger avec vous. Écoutez, ça va bien, ça va très bien. On est à la tâche jusqu'au bout pour accompagner les personnes handicapées. Comme vous l'avez dit, c'est mon combat depuis 25 ans maintenant. C'est ça ? Oui, parce que voilà, Julia a 25 ans et je pense que depuis 5 ans au gouvernement, on a fait beaucoup de choses, on pourra en parler, avec l'ensemble du gouvernement, sous l'égide du Premier ministre. Nous allons en parler alors d'une drôle de façon, en musique. Alors, déjà, nous allons évoquer votre actualité. Madame la ministre, vous venez de publier aux éditions Jean-Claude Lattès un ouvrage, La force des différents, une somme de 11 témoignages de personnalités parlant d'un thème méconnu lié au handicap. Après avoir recueilli tous ces témoignages, avez-vous vraiment le sentiment que la différence soit une force ? Bien sûr, plus que jamais. La force des différents, en effet, c'est le titre de l'ouvrage. Je pense que notre société doit s'enrichir de toute la diversité, de toutes les singularités, comme dit souvent Alexandre Jolien. Il préfère parler de singularité que de différence. Bien sûr, je pense que c'est la richesse de notre société, c'est de faire sa place à tout un chacun. On est tous différents. Certains sont encore plus différents que d'autres et ils ont tellement de choses à nous apprendre, à apporter que, au contraire, je suis toujours plus convaincue que la force des différents, c'est la force de notre société. Alors, vous êtes maman d'une jeune femme, votre fille, Julia, trisomique. Avez-vous, et là c'est plus à la maman que je m'adresse qu'à la ministre, avez-vous le sentiment vraiment que le regard sur le handicap ait vraiment changé ces dernières années ? Alors, je suis maman de 4 enfants d'abord, et oui, Julia est la dernière de la fratrie. Non, mais c'est très important parce que la fratrie joue un rôle très important pour la construction. Oui, le regard a changé, le regard est beaucoup moins compassionnel, il est beaucoup plus empathique, il est plus enveloppant, il est encore excluant parfois, il est encore stigmatisant, mais je pense qu'il changera de plus en plus quand on verra circuler justement les personnes handicapées. La banalisation du regard. Exactement, le droit à l'anonymat, c'est ce que dit aussi Alexandre Jolien, c'est pas l'indifférence, mais c'est tout simplement avoir un regard qui glisse et en même temps enveloppe et n'exclut pas. Tout un combat encore. Tout un combat. Alors, je vous rappelle le principe de notre émission. C'est vous qui en êtes la programmatrice musicale. Vous avez eu la gentillesse en amont de nous indiquer quelques chansons qui tiennent une place importante dans votre vie. Et nous allons comme ça, en bavardant, durant une petite heure, nous promener au gré de vos préférences musicales. Tout d'abord, la chanson, elle tient une place importante dans votre vie. Oui, et puis je suis aussi très très accompagnée par mes enfants parce que ils sont fans et qu'ils me mettent un peu ma playlist à jour. Alors c'est vrai qu'on a échangé ma playlist, c'est un peu 70-80, années 70-80. Oui, on a des playlists familiales, etc. La musique classique prend aussi une grande place, mais là j'ai voulu justement faire de la chanson française et pas que française. Non, pas que française justement. Mais oui, ça tient une grande place. Je pense qu'on peut extrêmement aussi exprimer beaucoup de choses par les chansons. Il y a des chansons qui vous ont aidé à certains moments de votre vie. Est-ce que vous pensez que certaines chansons peuvent changer l'humeur et la météo d'une journée ? Évidemment. Il faut parfois se booster quand on est un peu mélancolique, comme vous le dites si bien. Je pense que la chanson peut redonner du peps et de la dynamisme. Vous êtes bien placé pour le savoir. il y a comme ça des petites chansons de chevet que vous avez, outre celles que vous avez décidé de nous faire redécouvrir, il y a comme ça des petites chansons, pas forcément parfois des chansons très graves, il y a des petits airs que vous chantonnez comme ça sous la douche, qui sont un peu vos... Sous la douche, non, je chante pas sous la douche, mais je chante beaucoup en voiture. Exactement, en voiture, et je chante à tue-tête, même si ça peut paraître bizarre, parce qu'au moins personne vous entend, vous êtes dans vos habitacles. Oui, j'adore chanter les Cat Stevens à fond, j'adore chanter beaucoup de chansons anglaises, mais bon, j'ai vécu 3 ans aux États-Unis aussi, donc c'est vrai que c'est étonnant comme la chanson fait travailler la mémoire, quoi. Ça vient instantanément, alors que quand on a des textes à apprendre sans musique, c'est beaucoup plus difficile. Et puis ce sont des points d'ancrage mémoriels de nos vies, quoi. C'est des espèces de petits cailloux comme ça, de petites Madeleines de Proust. Alors, votre premier choix, c'est Marcia Baila, chantée par les Rita Mitsuko. Pourquoi cette chanson et pourquoi ce groupe mythique des années 80 ? Parce que d'abord, j'ai tellement dansé là-dessus. D'ailleurs, dansé avec mon mari à l'époque, qui n'était pas mon mari. Donc, il y a un petit côté sentimental sur cette chanson, mais je trouve qu'elle donne la pêche et qu'elle donne envie de danser. Donc, c'est un très joli texte aussi. Donc, c'est aussi place à la différence dans Marcia Baila. Donc,
petite, un petit clin d'œil, un petit retour nostalgique en arrière, mais pas du tout nostalgique, je dirais plutôt retour en arrière, mais au contraire très fun et très festif. Alors justement, le fait de savoir que des millions de gens comme vous ont dansé comme des fous sur une chanson parlant de l'agonie d'une amie danseuse du groupe qui s'appelait Marcia Moretto, décédée du cancer, ça laisse un peu songeur tout de même quant à la compréhension des paroles par le grand public. Je ne sais pas en effet si le grand public attachait énormément de sens aux paroles. Parce que quand on lit le texte, franchement, on a plutôt envie de danser. Oui, mais justement, c'est un beau pied de nez. C'est un beau pied de nez aux grandes difficultés et ça prouve que on peut avoir du ressort même jusqu'à la dernière minute. Donc je trouve que c'est une jolie pirouette, un pied de nez. Je vous propose de l'écouter, cette chanson, volontiers. Marcia Baila, Lerita Mitsuko. Marcia Baila, Lerita Mitsuko, le choix de Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être à notre micro aujourd'hui. Vous allez souvent au concert ? Je vais pas souvent au concert, je vais souvent, pas assez souvent, dans mon ancienne vie un peu plus. Voilà, donc, mais j'aime bien aussi les concerts en plein air, j'aime bien donc cette espèce de communion, tout simplement, danser. J'aime pas tellement les concerts en salle. Les concerts assis. Ouais, les concerts assis ou même les concerts très enfermés. Je suffoque un peu, je préfère le concert en plein air, sincèrement. Vous êtes du genre fan, groupie avec les artistes que vous aimez, jamais ? Non, jamais, sincèrement non. Mais voilà, quand vous voyez tout le monde qui danse autour de vous, ça donne la pêche. C'est contagieux. C'est contagieux, exactement. Mais je ne sais pas si on peut employer beaucoup ce terme en ce moment. Oui, contagieux au sens le plus positif du terme. Voilà. Exactement. Madame la ministre, on écoutait quoi chez vous lorsque vous étiez enfant et adolescente ? Mes parents eux-mêmes n'écoutaient pas beaucoup la musique, c'était surtout mes frères et sœurs, mes frères plutôt, je n'ai pas de sœurs, je ne peux pas encore dire mes frères et sœurs, et mes enfants, non mais je pensais à mes enfants quand je disais ça, parce que alors mes enfants, c'est vrai que ils baignent complètement dans la musique, surtout mon troisième, Pierre, qui a une passion pour la musique. Donc, qui voudrait en faire sa profession ? Non, mais qui adore ça, et qui vivent beaucoup en musique, et je vous dis, les playlists, c'est eux qui me les font sur les nouveautés, me font découvrir certaines nouveautés que je ne connais pas. Mais non, je ne suis pas du tout une groupie. Absolument pas. À la maison, chez vous, du côté de Marseille, il y avait pas de la chanson française, il y avait pas les pères fondateurs de la chanson française, j'imagine. Bien sûr qu'il y avait les pères fondateurs, bien sûr. Donc des grands classiques français et avec des voix magnifiques, des voix superbes. Donc puis à Marseille, quand vous rentrez dans la rue, tout le monde chante presque. C'est vrai. Non, je vous pose cette question parce que alors il y a les grands classiques français, puis il y a les grands classiques anglo-saxons. Je vous pose cette question parce que la chanson que vous avez choisi de nous faire écouter à présent, vous aviez 12 ans lorsqu'elle est sortie. C'est Angie des Stones. Elle raconte quoi pour vous, cette chanson ? Angie, c'est plus aussi un coup de cœur toujours avec. C'est moins à 12 ans que je l'écoutais, mais un peu plus tard. Pour rien vous cacher, même un petit peu beaucoup plus tard, plutôt vers 18-20 ans. Vous voyez, quand justement il y a des. Vous l'avez découverte plus tard, donc. Oui. C'était pas ma chanson d'enfance, mais c'est une chanson qui, là aussi, tout le monde a dansé, mais des slows langoureux. Voilà, exactement. C'est des musiques qui vous marquent quand vous faites plein de soirées entre étudiants, quand vous faites plein de soirées. Et puis c'est aussi la chanson préférée de mon mari, donc ça tombe bien. Avant que je le connaisse, donc c'est un petit clin d'œil aussi. C'est un petit clin d'œil à Bruno, votre époux. Vous connaissez la véritable histoire de cette chanson ? Ben non, dites-la moi. Alors c'est assez marrant parce que elle est créditée au niveau des crédits, c'est signé de Keith Richards et de Mick Jagger, mais l'histoire est assez amusante. En fait, elle est dédiée, cette chanson Angie, c'est Angela Barrett, qui était l'épouse de David Bowie, pour le meilleur et pour le pire. En l'occurrence, vraiment pour le pire. C'est un couple vraiment haut en couleur qui ne buvait pas que de l'eau minérale a priori. Et cette chanson, lorsqu'elle a été un tube en France en 73, les Stones n'ont pas pu venir en faire la promotion parce que Keith Richards, donc le guitariste brillantissime des Stones, était sous l'inculpation de trafic de drogue et donc interdit du territoire. Ils ont pu donc faire toute une promo de Belgique. Il y a eu carrément des cars qui sont partis en Belgique lorsqu'ils ont fait un concert au Forest National, mais ils n'ont jamais pu mettre les pieds en France à ce moment-là. Donc une chanson sur laquelle on a vraiment encore une fois dansé langoureusement, et c'est vrai que les paroles c'est loin d'être du slow langoureux quoi en fait. C'est pour ça que c'est intéressant de venir chez vous, Frédéric Detoun, parce qu'on apprend plein de choses, vous voyez. Écoutez, c'est sympa. Je le disais, je ne suis pas du tout sûr qu'il ait toujours bu de l'eau minérale, mais la forme physique de Mick Jagger à 78 printemps. Incroyable. Ça laisse rêveur tout de même. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir le voir il y a 2 ans là. En concert. Il est stupéfiant.
Stupéfiant. Bon, alors comme vous dites, il boit pas que de l'eau minérale. Non, mais il se tient bien quand même. Mais il se tient drôlement bien. Il a une pêche. Il nous a fait un concert incroyable pour quelqu'un de cet âge-là. Donc, il est passionné. C'est un homme qui vit sa musique de façon. Et il semblerait que la passion maintienne quand même. Oui. C'est pas que la passion là, mais non, oui, mais la passion maintient. Il y a un petit côté élixir de jouvence quand même. Exactement. Non, mais il a créé un univers et tout de suite une rencontre avec son public qui est fabuleux. C'est absolument génial. Le temps qui passe, la fuite inexorable du temps, c'est quelque chose qui vous angoisse? Non. Pas du tout. Moi, je suis une femme d'action. Je m'épanouis dans l'action profondément. Donc, je me projette pas très très loin parce que j'ai une telle charge de mission qu'il faut vraiment depuis 5 ans travailler. Mais non, ça m'angoisse pas. Ça m'angoisse pas. Je suis d'abord résolument optimiste dans la vie depuis toujours. Oui. Depuis toujours. Donc voilà, c'est ma nature. 5 années d'action au gouvernement, c'est passé trop vite? C'est passé très vite. C'est passé trop vite, surtout les 2 dernières années là, où on a été très empêchés. Bien sûr. Et donc, malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout sur certaines actions. On a maintenu le cap, mais il y a eu du ralentissement, nécessairement. Donc, un peu de frustration parfois, c'est certain. Pas pouvoir aller aussi vite qu'on voudrait, parce qu'il y a certaines urgences pour les personnes handicapées qui n'ont pas le temps d'attendre. Et le temps, parfois, administratif est trop long. Et bon, là, il a été très ralenti pendant 2 ans, mais je tiens quand même à souligner que, malgré tout, les administrations ont tenu bon. Oui. Et qu'on a gardé le cap sur des dossiers très prioritaires, notamment l'intervention précoce chez les enfants autistes, vraiment des jalons extrêmement forts. Et qui vous tenaient à cœur. Sur l'école inclusive, et on a réussi à mobiliser quand même. Mais oui, c'est passé très vite. Justement, quand on arrive, on arrive à la fin de ce quinquennat, votre première action, c'est quoi? C'est de voir tout ce que vous avez pu faire durant ces 5 ans, ou tout ce qu'il vous reste à faire encore? Les deux. Je dirais un peu les deux. On a fait des grandes choses, des choses qui me tenaient vraiment à cœur, sur les droits à vie, sur le droit de vote des personnes majeures protégées sous tutelle, 35 ans que les associations attendaient. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est fondateur d'une dignité, d'un respect, d'une citoyenneté que l'on a portée depuis 5 ans. Après, bien sûr, il reste encore beaucoup de chemin, mais on a avancé sur la simplification, sur la facilitation, sur l'ouverture des portes des entreprises, même si on n'est pas encore toujours à l'objectif qu'on se voudrait. Donc, on a transformé en fait le regard que l'on porte sur les personnes handicapées, non plus comme une charge, comme une difficulté, mais comme du possible et du souhaitable. Et ça, c'est important, parce que du coup, je le dis souvent, passer de l'obligation à l'envie, c'est comme ça qu'on y arrive. Bien évidemment. Donc ça, là-dessus, on a énormément travaillé. Après, bien sûr que ça va jamais assez vite, c'est évident. Sur l'accessibilité physique des bâtis, c'est pas vous que j'apprendrai que c'est encore compliqué, cher Frédéric Zetoun, très compliqué. Mais là aussi, c'est pareil. L'État n'est pas en pleine 100% de responsabilité. L'État peut beaucoup, mais peut pas tout. Si on n'a pas une impulsion vraiment avec les collectivités, avec les commerçants, comment on fait comprendre aux commerçants que c'est du bonus, il va avoir plus de chiffre d'affaires? On travaille pour le bien commun de tous. Les personnes âgées, on est quand même une population qui vieillit. Bien évidemment. Quand on s'occupe de ceux qui en ont le plus besoin, on s'occupe pour tout le monde. Est-ce que vous trouvez que la contrainte est suffisamment utilisée, honnêtement? La contrainte, c'est bâton-carotte permanence qu'il faut faire. La contrainte, regardez dans l'emploi, Frédéric Zetoun. 33 ans qu'il y a le 6% d'obligation d'emploi. On est à 3,8, 3,9 dans le privé, 6%. Ok, donc c'est pas la contrainte qui fonctionne, parce qu'elle est là, la contrainte financière pour les entreprises. Il faut pas croire qu'ils font pas un petit chèque, non, ceux qui font rien. Mais ils payent cher, je peux vous le dire. Cher pour être donc tranquille. Ils sont ni malveillants, ni ils sont démunis. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les accompagne, on accompagne la personne, on accompagne les entreprises, on montre la plus-value que ça a au niveau managérial. On dit que performance sociale rime avec performance économique, et surtout on fait parler les entreprises. Parce que si c'est moi qui le dis, ça a de l'écho, certes, mais peut-être pas autant. Si c'est les entreprises qui parlent, donc on fait le DOD pour donner la parole aux personnes. Je vous rappelle le DOD, personne handicapée qui travaille avec une personne non handicapée dans une entreprise et qui montre que quand on pousse la porte, cette rencontre est possible. On donne envie en montrant les bénéfices et non pas avec un regard de charge, de lourdeur, d'investissement disproportionné. Mais sur l'accessibilité physique des bâtis, il faut qu'on soit bien plus, en effet, peut-être coercitif et en même temps
pense. Accompagnant. Je le pense. J'ai la sensation que l'accompagnement ne suffit pas quand vous voyez des commerçants, des cafés, des restaurants qui rouvrent après 2 ans de travaux et qui se foutent littéralement et qui vous disent dans les yeux, mais de toute façon, des gens comme vous, on n'en voit pas. Donc moi, je ne vois pas pourquoi je vais condamner 2 tables, puisque de toute façon, attendez, c'est juste grossier. Mais bien sûr. Mais ça, j'en suis tout à fait d'accord avec vous. Si on ne leur donnait pas l'autorisation de réouvrir, je pense qu'ils se mettraient au pas. Non, mais il faut qu'on soit... D'ailleurs, le Premier ministre l'a redit haut et fort, lors du dernier comité interministériel du handicap jeudi dernier, puisque le 6e, le handicap, c'est pas l'affaire de Sophie Cluzel, pas que, c'est l'affaire de tout le gouvernement. Le fait d'avoir été rattaché auprès du Premier ministre a changé la donne. On est passé d'objet de soins à sujet de droit et d'implication de tout le gouvernement. Et donc, c'était votre volonté d'avoir un secrétariat d'État qui était rattaché au Premier ministre. Cette volonté-là, et la deuxième volonté, c'était pas la peine de faire une Xème loi sur le handicap. On a la loi de 2005, il faut qu'on l'applique à fond. Qu'on l'applique vraiment. On l'applique vraiment. Donc l'engagement du Premier ministre a encore été réaffirmé jeudi dernier en disant il faut qu'on soit beaucoup plus sur les territoires, s'assurer que la loi est respectée. Donc ça va être, je pense, un enjeu d'un deuxième quinquennat pour voir comment on travaille avec les préfets en territoire. C'est l'État, les préfets sur les territoires. Bien évidemment, c'est l'autorité de l'État. Comment on s'assure qu'en effet, sur la circulation, mais pas que, la mobilité, le logement, comment les bailleurs sociaux se mettent en ordre de marche, comment on mobilise la société entière à transformer. Comment aussi, et c'était l'objet de mon livre, comment on interpelle aussi le grand public pour dire, vous pouvez agir aussi. Bien évidemment, mais ça commence par là aussi. Vous pouvez agir, exactement. Alors, on était en train de parler du temps qui passe, on s'est un tout petit peu éloigné. Quelqu'un sur qui le temps n'a presque pas d'emprise, Mick Jagger, Angie, votre choix, on l'écoute. Les Stones, Angie, le choix de Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, qui nous fait vraiment le plaisir d'être à notre micro aujourd'hui. Et je m'aperçois, Madame la Ministre, que dans votre programmation musicale, il y a autant de chansons françaises que de standards anglo-saxons. Je crois savoir qu'après Subdeco Marseille, vous avez travaillé aux États-Unis. Oui, j'ai travaillé en Floride pour un chantier naval français, familial. Et j'étais jeune, j'avais 21 ans, et ça a été une expérience formidable parce que les Américains n'ont aucune présomption contre les jeunes. Donc, à partir du moment où vous êtes incarné et bien dans votre fonction, ils vous donnent, ils vous traitent comme les autres. Et ça, c'est formidable. Parce que c'est il n'y a pas que sur les jeunes. Ils n'ont pas beaucoup de présomption sur beaucoup de choses. Ils font confiance, ils jouent sur pièce. Ils jouent sur pièce, exactement. Et donc, j'ai eu une très belle expérience. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on transforme aussi dans notre pays. C'est quand on fait, par exemple, la politique de un jeune, une solution, c'est vraiment ça. C'est donner la chance aux jeunes. Vraiment les regarder avec cette présomption de compétence, d'envie d'avoir des responsabilités et de les assumer. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis de grandir très très vite. C'est comme le mentorat, c'est comme le tutorat, c'est très important pour se faire confiance et donner confiance aux autres. Et donc ça a été une très belle expérience. Oui, mais du coup j'ai, c'est vrai, une oreille un peu anglo-saxonne. Et qu'est-ce qui vous a donné envie? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se décide, après avoir fait donc une brillante école de commerce, on se dit allez, on prend son sac et on part aux États-Unis. Voilà. Ça s'est fait comment? C'était quelque chose que vous aviez depuis toujours en vous? Oui, et puis ça a été une opportunité merveilleuse, puisqu'à ce moment-là, voilà, l'entreprise familiale que dirigeaient mon père et mon oncle voulait s'étendre aux États-Unis. Donc j'étais partie pour faire un mois de stage. J'y suis restée 3 ans parce que c'était une expérience professionnelle remarquable. On a ouvert un chantier naval à Fort Lauderdale. J'ai pu découvrir tous les aspects de l'entreprise. Donc c'était une chance inouïe. Une richesse inouïe. Et bien sûr. Et puis surtout cette capacité, je vous dis, d'avoir en face de vous des banquiers qui vous ouvrent les portes parce que vous représentez une société. Donc une compétence qu'ils jugent sur pièce. Quel que soit l'âge. Et ça, c'est une grande richesse. Alors, justement, lorsque vous voyez qu'aux États-Unis, l'accessibilité des personnes en situation de handicap n'est même plus une question, c'est même plus un problème. C'est pas si rose que ça quand même. Alors c'est vrai que dans les grandes villes, elles ont été construites plus ou moins avec l'accès. Mais le métro new-yorkais, il est pas accessible. Faut pas se leurrer. Non. Le métro new-yorkais n'est pas accessible. Il y a beaucoup de lignes, qu'on peut utiliser facilement. Vous en avez fait le test vous-même. Ah oui, Tous les bus sont archi accessibles depuis très longtemps. Et certaines lignes, les principales lignes de métro, j'y étais il y a encore une dizaine d'années, donc c'est pas tout récent. Honnêtement, j'ai pu circuler sans aucun problème. Mais bien sûr qu'on circule beaucoup mieux quand on est en fauteuil aux États-Unis qu'en France. Mais ça, c'est certain. Mais on circule aussi mieux dans d'autres pays d'Europe. Donc on a un retard, c'est indéniable. Là où il y a eu des avancées, c'est quand, par exemple, vous mettez un tramway dans une ville. Parce que là, toute la mobilité douce, tout de suite, est travaillée.
Le métro parisien, moi je veux pas être langue de bois, il faudrait des milliards et des milliards pour le rendre accessible. Donc qu'est-ce qui est important ? C'est d'avoir vraiment toutes les solutions annexes, les propositions alternatives qui sont encore pas à 100% accessibles. J'ai mobilisé le préfet d'Île-de-France pour me faire des propositions pour améliorer avec les Jeux Olympiques et Paralympiques les nœuds de communication. Mais on est très dogmatique dans notre pays. Et moi, c'est la problématique de l'accessibilité que de l'évacuation en cas d'incendie qui me pose un problème. C'est les autorités de pompiers qui me posent un problème. Je suis allée partout. Je suis allée à Londres. Je reviens de Tokyo pour les Jeux Paralympiques. J'ai été voir partout. Il nous faut absolument avoir la qualité d'usage du service rendu dans notre pays. C'est-à-dire que si une station n'est pas accessible, mais que les 2 précédentes le sont, il faut pouvoir la déclarer accessible de façon, je dirais, intermittente. Bien sûr. Mais peu importe, informer, arrêter d'infantiliser les personnes en leur disant non, attention, la prenez pas parce que la station B ne sera pas accessible. Vous savez qu'à Paris, la station invalide est inaccessible. C'est tout de même un comble. C'est vraiment ça. Et qu'on transforme la donne, qu'on soit beaucoup plus pragmatique, qu'on fasse confiance aux personnes aussi, qu'on les informe. Et là, c'est ce qu'on est en train de travailler pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et qu'on donne des moyens, peut-être aussi. Et qu'on donne vraiment des moyens financiers. On a donné des moyens. Frédéric Zetoun en a donné. Sur l'accessibilité des gares, j'ai redonné dans le plan de relance 120 millions pour que la SNCF soit vraiment respecte le calendrier d'accessibilité des gares. Bon, on a eu 2 ans de crise. Mais j'ai dit, tant pis, on remet 120 millions, on veut que le calendrier soit respecté. Donc ça, sur l'accessibilité des gares. Mais combien d'autorités de transport ? Combien ce millefeuille d'autorités entre le département, l'Île-de-France et toutes les collectivités qui sont autour ? C'est un travail titanesque. Donc il faut qu'on simplifie les choses et c'est pour ça que je dis qu'on est tous concernés, tous mobilisés. Lorsque vous voyez dans certains pays, justement, que le handicap est peut-être mieux pris en compte. Ça vous évoque quoi ? De l'espoir pour l'avenir ou de la colère face au retard que nous avons ? Non, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas en retard. Il faudrait qu'on le pose. Moi, j'ai fait un benchmark. Je suis allée partout en Europe, voir sur l'école, sur la formation, sur l'entreprise. Sur l'emploi des personnes handicapées, on n'est pas en retard. C'est à peu près général et on est plutôt en avance grâce justement au DIOD. On m'a beaucoup au début dit que c'était de la communication. Je rappelle quand même que les 33 000 offres de DIO qu'on a eues cette année, 17% ont débouché sur de l'insertion professionnelle. Donc c'est devenu aussi une façon de sourcer. Non, là où on est en retard, on l'a dit sur l'accessibilité physique, et ça, tout à fait, on prend notre part là-dessus. Mais en revanche, par exemple, sur l'école inclusive, on a énormément progressé en 5 ans. Énormément progressé sur la prise en charge d'intervention précoce pour les personnes autistes, aussi les enfants. Les adultes, on a encore du rattrapage à faire, notamment sur l'offre de logement et l'accompagnement des adultes autistes. Mais voilà, donc on s'est mis en ordre de marche et la présidence française de l'Union européenne sera aussi une façon de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques. Le 9 mars, je tiendrai la journée de tous les ministres européens du handicap et au menu sera l'école, la formation, l'insertion professionnelle bien sûr, un focus sur la recherche sur l'autisme, qui doit être une recherche vraiment européenne et même internationale. Et puis, travailler également sur l'amélioration de ce que j'appelle l'emploi accompagné. On a fait l'école accompagnée. Maintenant, il faut qu'on fasse l'emploi accompagné, le job coaching, le job coach, pour permettre justement, quelle que soit la situation de handicap, psychique, mental, les troubles de fonction cognitive, de répondre au choix de la personne. Ça commence à se développer, des entreprises comme Cap Emploi, qui sont une délégation de Pôle Emploi, vont dans les entreprises et justement accompagnent le nouveau salarié. En fait, souvent, encore une fois, on se heurte à une méconnaissance. Exactement. On se heurte à la méconnaissance du manager qui a peur, si jamais la personne ne faisait pas l'affaire, de devoir lui dire qu'il doit s'en séparer. Mettre une tierce personne, justement, qui l'accompagne dans un premier temps, ça retire cette charge managériale à celui qui a peur. Je pense que cette espèce de tutorat dans un premier temps est aussi la bonne démarche à avoir. Tout à fait. Il faut rassurer en même temps la personne et le collectif de travail. C'est du boulot quand même. Hein. Ouais, mais ça avance. Alors, on reprend notre programmation musicale et vous avez choisi une chanson. On reste dans les années 70 inexorablement. 73, Roberta Flack, Killing Me Softly with This Song. Pourquoi ça elle vous dit quoi, cette chanson ? Elle vous raconte quoi ? Elle est très émouvante, cette chanson, et c'est justement un peu l'amour impossible et l'appel justement à son amour qu'elle voit, Roberta Flack, et qui
C'est très étonnant. C'est une chanson qui m'a toujours beaucoup bouleversée, que j'adore. J'adore d'abord la musique, mais j'adore aussi les paroles et la façon dont elle le chante. Roberta Flack a une voix extraordinaire. On l'écoute ? Oui. Allez, on l'écoute. Roberta Flack. Killing Me Softly with His Song, le choix de Madame Sophie Cluzel dans les chansons de ma vie. Tenez, il y a quelqu'un qui témoigne dans votre livre et qui a enregistré une version française de ce titre. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je ne sais pas si vous connaissez cette version-là. Une version française signée Eddie Marnay, qui était un immense parolier. Ça n'a rien à voir avec la version anglaise. Écoutez cette voix, écoutez cette version. On m'avait dit qu'elle chantait dans un quartier perdu. Alors ce soir... Gilbert Montagnier, elle chantait Ma vie en musique. Alors on est très loin de Killing Me Softly. Elle chantait Ma vie en musique, un texte signé Eddie Marnay. Gilbert Montagnier qui fait partie de ces témoignages que vous avez recueillis. Lui, vous l'avez fait s'exprimer sur la technique, qui n'est pas toujours un avantage. Gilbert Montagnier, on se connaît depuis longtemps. C'est un homme formidable parce que c'est un homme qui vit son handicap depuis la naissance et puis il dit, moi je sais même pas ce que c'est mon handicap parce que je l'ai toujours vécu comme ça. Je suis né aveugle, donc j'ai ma vision des choses. C'est ma propre vision, dit-il. C'est un homme qui tout simplement entraîne le dynamisme, l'énergie, dire que tout est possible, aller au bout de ses rêves, etc. Et qui a du talent en plus. Qui a un talent fou, mais surtout qui a une très grande... il attache beaucoup d'importance à la transmission, parce que Gilbert, il va voir encore les jeunes, par exemple l'Institut national des jeunes aveugles, enfin voilà, il donne aussi cette transmission, cette envie d'aller au-delà de son handicap et de faire ses projets au-delà de ses rêves, porter ses projets. Et il m'interpelle très souvent quand justement il y a cette notion d'accessibilité universelle, ce design universel qui n'est pas encore nativement conçu partout, que ce soit dans l'architecture, on l'a dit, mais même dans la technologie. Quand vous faites une machine à laver, il peut plus faire sa machine à laver tout seul, Gilbert. Pourquoi on a enlevé les boutons ? Il n'y a plus de relief. Il y a du numérique, mais il n'y a pas la fréquence vocale, il n'y a pas la commande vocale. Donc il me dit, voilà, la technologie m'a exclu pour beaucoup de choses. Donc il faut qu'on ait cette conception universelle. Il y a des constructeurs qui l'ont bien compris. Si vous pensez à l'iPhone, il a été fait pour les personnes handicapées. Bien sûr. On n'a pas le droit de citer, mais vous savez bien qui je veux dire. On a fait sa force commerciale. Nous avons compris. Mais il en a fait, c'est le bien commun de tous. Quand vous mettez, par exemple, la technologie pour sous-titrer les vidéos, mais ça sert à tout le monde. Dans les réunions, les gens ils regardent des vidéos sans que personne s'en aperçoive en lisant les sous-titres, et ainsi de suite. Donc encore une fois, la technologie, elle doit être au service de tous. Mais pour ça, il faut la concevoir de façon universelle, nativement. Que ça soit sur les sites numériques, que ça soit sur les créations d'architecture, que ça soit partout, même dans les adaptations pédagogiques. Quand on pense nativement à l'adaptation, tout devient plus facile. On est encore trop en rattrapage aujourd'hui. Et Gilbert, c'est quelqu'un qui, à l'époque où ce n'était pas du tout tendance de parler de la singularité, au tout début de sa carrière, il a toujours, sur les plateaux de télévision, mis un point d'honneur à parler de ça. C'est quelqu'un qui n'a jamais mis son mouchoir sur sa différence ou singularité selon le terme. Mais Gilbert, ça se voit, c'est un handicap visible. Oui. Et c'est ce qu'il dit. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Je suis aveugle, point final. Je suis malvoyant, je suis même non-voyant. C'est un fait. Mais il a toujours pris la parole pour ceux qui ne l'avaient pas, exactement. Justement. Mais c'est une force. Et c'est pour ça que ce dialogue, pour moi, il est très important pour faire comprendre que ces personnes handicapées, elles sont au milieu de nous. Il faut tout simplement qu'on conçoive notre façon de penser, d'être, d'adaptation. Qu'on les envisage tout simplement. Et qu'on lève les barrières. Et ces obstacles permanents pour la pleine participation des gens. Alors justement, parmi ces 11 témoignages, qu'est-ce que vous en avez gardé de ces 11 témoignages ? Qu'avez-vous appris que vous ne saviez déjà ? Il y a plein de choses que j'ai appris. Je veux dire, quand j'ai pu échanger avec Claude Chirac sur le ressenti qu'elle a pu avoir dans son rôle d'aidant ou même dans sa notion de sœur, d'une sœur très différente. Je pense que c'est très important qu'elle puisse exprimer ça parce que ça déculpabilise beaucoup de familles qui le pensent, qui n'osent pas l'exprimer. C'est pas politiquement correct de dire qu'on en a marre. Bien sûr. C'est pas politiquement correct, mais ça fait du bien de le dire. Voilà, avec Gringe sur la relation avec son frère handicapé psychique, donc là aussi, une prise de conscience. En fait, quand j'ai fait ces échanges avec ces personnalités, ce qui m'a frappé, c'est, à un moment donné, ils ont pris conscience
que bien le handicap, ça pouvait toucher eux-mêmes également, ou leur famille, ou leur fratrie. Et c'est un petit peu ça, dans la force des différences, que je veux pouvoir exprimer, c'est nous sommes tous concernés, parce que on a un impact partout sur notre vie professionnelle, sur la fratrie, en tant que parents, ou en tant qu'aidants, ou en tant que frères et sœurs, ou en tant qu'amis. Là, et donc ne culpabilisons pas. Regardons, c'est un vrai événement de société, de prendre en compte la différence. Et cette conscience-là, oui, bien sûr. Oui, c'est un projet sociétal de se vivre ensemble. Et donc voilà, dans ces échanges, même mon échange un peu punchy avec Marc-Olivier Fogel était très intéressant. Oui, mais naturel. Et je pense qu'il a dit tout haut ce que beaucoup de chefs d'entreprise... Il n'y a pas de langue de bois. Voilà, pensent tout bas en disant c'est compliqué encore, moi je voudrais bien, mais voilà, trouvez-moi la personne handicapée sur laquelle j'aurais pas trop d'adaptation à faire. Il faut que je produise, je peux pas me faire retarder par... Notamment sur la chaîne de télévision qu'il dirige, on sait très bien que le journaliste doit être monteur, doit être présentateur, doit attendre la caméra. Enfin, c'est pas un journaliste qui vient avec une équipe de télé. On les voit sur le terrain. Oui, la personne doit savoir tout faire. Et effectivement, c'est peut-être pas simple pour quelqu'un qui est en situation de handicap. Non, par contre, ce que je dis, on va vous accompagner et on va faire le guide des experts en situation de handicap. Et je suis en train d'y travailler. C'est-à-dire comment, justement, quand j'ai besoin de parler d'architecture, je vais trouver un architecte en situation de handicap. Non pas pour parler de sa situation de handicap, mais pour montrer sa compétence de l'architecture, etc., etc. Comme on a fait le guide des expertes, pour pouvoir améliorer la représentation des femmes dans les médias. Voilà, allons-y. Donc là, je fais un appel sur votre radio, cher Frédéric Zetoun. Si vous avez des compétences, vous êtes en situation de handicap, faites-vous connaître. Et nous allons constituer ce guide. Des professeurs, des architectes, des ingénieurs, peu importe. Je suis persuadé que vous allez être surprise par le nombre de candidatures et de compétences que vous allez recueillir. Parce qu'on ne les interpelle pas, ces gens-là. Non. Mais même des maires, des élus en situation de handicap. Parce que, par exemple, la place des personnes en situation de handicap en politique, il faut qu'on l'améliore. Elles sont certes électeurs, mais elles sont éligibles. Il faudrait déjà qu'un député puisse siéger à l'Assemblée nationale. Alors, ça, maintenant, ça y est. Non, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur l'accessibilité. Et dans l'hémicycle ? Oui, dans l'hémicycle. Et au perchoir. Vous pouvez être président de l'Assemblée nationale quand vous êtes en situation de handicap maintenant. Donc ça, c'est intéressant. Ça ouvre des perspectives. Mais il faut qu'on améliore, bien sûr, également. Vous savez, quand j'étais à Londres, j'ai rencontré des lords en situation de handicap, notamment un lord, excusez-moi, je ne me rappelle plus de son nom, mais aveugle. Oui. Complètement, et il a fait transformer toute la mise en accessibilité des documents. Donc on voit bien que quand on a des hommes et des femmes politiques en situation de handicap, ça peut aussi booster les choses. Justement, mon échange avec Éléonore Laloux, qui est conseillère municipale, porteuse de trisomie 21. C'est un des témoignages les plus édifiants de votre ouvrage. En charge de l'inclusion et du bonheur. Oui, et j'ai beaucoup aimé, et le bonheur en plus. Oui, exactement. Nous continuons notre agréable balade au pays de vos chansons favorites. Nous restons dans les années 70, en 1970 très précisément, avec ce titre de Cat Stevens que vous avez choisi, Father and Son. Il y a tout le conflit des générations dans cette chanson. Pas que le conflit, il y a aussi la transmission, l'envie d'aller plus loin. Allez mon fils, tu peux y aller et tout. C'est une très belle chanson, je trouve. Alors, Father and Son, Mother and Child. Et quel type de maman vous êtes ? Moi, je suis une maman... alors là, quel type de maman je me suis investie auprès de tous mes enfants, dans leur éducation, mais avec mon mari. Heureusement, on était père et mère complètement soudés. L'arrivée de Julia a encore plus soudé la famille. Vous savez, le handicap, soit ça fait exploser les couples et la fratrie, soit au contraire, ça les soude. Dans notre cas, ça nous a soudés. Non, je pense que j'étais une maman gaie. Une maman copine plutôt, une maman plutôt. Alors là, vous me posez une colle. Non. On a fait beaucoup de choses avec nos enfants. On a la chance d'avoir une grande famille aussi du côté de ma mère, parce que j'ai 40 cousins germains, donc vous imaginez la fratrie. Donc on a une vie familiale intense. Alors vous parlez dans votre ouvrage de l'éducation totalement similaire que vous avez voulu donner à Julia qu'à vos 3 autres enfants. Il y a un passage qui m'a spécialement touché. Ce passage, vous racontez, un médecin de la Fondation Le Jeune vous dit « Élevez-la comme une petite Cluzel et pas comme une petite trisomique ». Elle est lourde de sens, cette phrase.
Elle est très importante, et ça je le redis haut et fort. Je veux dire, c'est la même éducation que vous devez donner à vos enfants en situation de handicap quand ils arrivent, quand c'est une naissance ou même quand c'est un accident, encore plus qu'en naissance. C'est-à-dire la même ambition, le même amour, la même envie de les faire réussir, les porter par votre propre regard justement qui les font grandir, et embarquer la fratrie à faire en sorte, parce qu'il n'y a rien de pire que quand on voit une personne en situation de handicap, il y a encore beaucoup d'exclusion sur l'enfant handicapé, surtout quand c'est visible, oui. Ou au contraire une surprotection. On est très très protecteur, forcément, parce qu'on a tout le temps la trouille quand on est parent d'enfants handicapés. Quand on est parent tout court. Voilà, mais encore plus quand on est parent d'enfants handicapés. Donc, savoir faire confiance, avoir la même exigence, mais aussi le même amour et la même ambition. Et ça, c'est le plus difficile. Parce que forcément, un enfant handicapé vous demande plus de temps. Donc, c'est comment aussi vous répercuter aux autres frères et sœurs de la fratrie quand vous êtes famille. Sans les laisser pour compte. Sans les laisser pour compte. Ça, c'est très important. Cette phrase, elle a été déterminante dans votre éducation. Complètement. Vis-à-vis de Julia. Ouais. Je me suis dit, allez, hop, on remet notre sac au dos et on repart et on va se battre justement pour que toutes les portes s'ouvrent de la même façon qu'elles se sont ouvertes pour les autres. Hein, voilà, la crèche, elle a été en crèche avec l'école, etc., etc. Donc c'est encore compliqué. Je le conçois tout à fait, mais c'est vrai. En tout cas, c'est mon objectif. C'est faisable, c'est d'abord super souhaitable, et c'est se vivre ensemble depuis le plus petite, depuis la crèche, quoi. Et c'est vraiment ce que l'on a voulu, hein, et ce que je me suis vraiment exercée à faire depuis 5 ans au gouvernement. J'entends que ça va pas assez vite. J'en suis tout à fait consciente qu'il y a encore justement des portes qui sont fermées, qui ont du mal à s'ouvrir. Mais en tout cas, voilà, c'est mon objectif, c'est que les portes puissent s'ouvrir et que les parents surtout redeviennent parents. Avec, je veux dire, toute leur aspiration de pouvoir reprendre toute le la travail, charge d'amour, toute la charge de la conciliation vie sociale, vie professionnelle, vie personnelle. C'est si important. Alors, Madame la Ministre, nous évoquons le rapport parent-enfant, mais j'aimerais pour quelques minutes élargir un petit peu le débat à l'éducation nationale. La scolarisation, l'inclusion des enfants en situation de handicap dans le milieu scolaire, c'est votre combat depuis maintenant plus de 20 ans. Les propos récents d'Éric Zemmour sur la question ont dû, j'imagine, vous faire un peu sortir de vos gonds, non ? Ils m'ont profondément énervé, puis ils m'ont dégoûté. Surtout. Ils m'ont dégoûté, mais je pense qu'il y a eu une unanimité contre ces propos, quoi, qui sont des propos d'exclusion, de juger d'une personne si elle est capable, si elle est en capacité d'acquérir le savoir avec les autres, de dire que ça fait du mal aux autres enfants. Que ça fait baisser le niveau des autres. Hallucinant. Mon Dieu. Ouais, c'est l'âge de pierre. C'est vraiment une vision réductrice de l'être humain. Et c'est pas du tout la société que je porte. Moi, c'est l'inverse. Hein. C'est la société inclusive. C'est quoi ? C'est la pleine participation de tous les citoyens, qu'on soit en capacité justement de pouvoir les accompagner, de s'adapter et qu'ils puissent exprimer leur choix de vie. Mais ça démarre par tout simplement apprendre ensemble, ensemble. Et par le respect, tout simplement. Et le respect. Et puis, en quoi une personne handicapée va gêner une autre ? Enfin, cette vision-là, surtout au niveau des enfants, c'est monstrueux. C'est indigne. Alors, nous nous sommes éloignés quelque peu de Cat Stevens, mais il était bon que ces choses-là soient dites. On écoute Father and Son, Cat Stevens. Father and Son, Cat Stevens, le choix de Madame Sophie Cluzel. Madame la Ministre, si j'en crois vos choix, vous aimez la salsa. Moi, je vois ce qu'on me dit. C'est vrai. En tout cas, cette reprise de Ne me quitte pas de Jacques Brel, alors reprise à la sauce salsa, extrêmement piquante par le sémillant Yuri Buenaventura. Vous préférez cette version-là ? Non, j'aime les deux, mais celle-là, vous avez envie de danser, quoi. Et je pense que Jacques Brel aurait adoré, ou peut-être aurait adoré l'écouter, parce que c'est... Certainement. Ce qui est fou avec cette reprise, c'est que Yuri Buenaventura arrive à faire passer sur un ton festif un texte proprement dramatique. C'est l'éternel débat entre le fond et la forme. Aujourd'hui, dans votre combat quotidien pour changer le regard sur le handicap, la forme a autant d'importance que le fond. Bien sûr, c'est bien pour ça qu'on a fait la grande campagne nationale. Pendant 4 mois. Et le thème était quoi ? Voyez la personne avant le handicap, avec 3 spots télévisés qui étaient décalés. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on allait s'arrêter sur la situation de handicap. Non. Et on allait justement chercher ce qui nous rassemble. Et ce qui, justement, nous rapproche. Je crois que c'est Yvan Attal qui a fait les 3 spots. Puis après, on a fait on l'a décliné justement avec des portraits shootés par Sylvie Lancrenon, qui est une grande reporter elle-même en situation de handicap, qui en a parlé très récemment, qui a toute fait sa carrière en cachant son handicap et qui est amputé d'une jambe avec une prothèse et qui a décidé d'en parler justement. Et ça, je les remercie parce que c'est des rôles modèles dont on a besoin encore.
On a besoin de rôle modèle, on a besoin de personnes qui osent parler de leur handicap et dire que ça ne m'a pas empêché de faire ma carrière. Bien sûr, on a les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais là, on est dans des sportifs extraordinaires. Oui, et moi, ce que je veux, c'est en même temps avoir ces beaux rôles modèles, mais en même temps avoir des rôles modèles du quotidien. Du quotidien, des gens qui, sans courir le 100 mètres en moins de 3 secondes, ont le droit de vivre aussi. Ça l'a pas empêché de faire sa carrière remarquable de grand reporter, Sylvie, et elle a su capter à travers les portraits qui ont été faits pour essayer d'expliciter les différentes situations de handicap, parce qu'elles sont très diverses. On parle de 12 millions de personnes, certes, mais ça va justement des handicaps sensoriels, mentaux, psychiques, moteurs, des maladies invalidantes chroniques qui viennent vraiment impacter le quotidien. Donc c'était important de pouvoir aussi travailler après avec de la pédagogie. On a eu des reprises sur Gulli parce que les enfants sont aussi à considérer vraiment dans leurs relations qu'ils peuvent avoir avec les enfants en priorité, puisque ce sont les adultes de demain et les employeurs de demain aussi. Donc voilà, comment on change le regard, qu'on ne s'arrête pas à notre préjugé. Vous en avez parlé, Frédéric Zitoun, on est quand même très, très, très formaté sur le handicap, bien sûr, sur la représentation. Quand vous faites un sondage, 80% des personnes pensent fauteuil roulant et canne blanche. En priorité, effectivement. En priorité. Effectivement. Donc il était important aussi de pouvoir expliciter certains types de handicap. Et je pense que ces spots, là, puisqu'on vient d'avoir une enquête BVA, qui est pour mesurer, 85% des Français l'ont jugée pertinente, avec le juste ton, et avec l'envie justement d'aller plus loin et de connaître plus les personnes. Donc c'est une vraie réussite. Je pense. 55% des Français en ont été au courant. Donc elle a été perçue par beaucoup de monde. Et c'était ça que je touchais, c'était le grand public. Je ne parlais pas aux personnes en situation de handicap. Là, ce qui m'intéressait, ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas fait de grande campagne nationale. Donc elle a été retardée à cause de la crise sanitaire. Mais voilà, on a tenu nos engagements et je pense que c'était important. Le recensement qui nous amène ce chiffre de 12 millions de personnes en situation de handicap, on peut vraiment recenser, justement, parce qu'il y a les handicaps physiques et puis tous ceux qui ne se disent pas, qui ne s'avouent pas. Est-ce qu'on est sûr de ce chiffre ou c'est quelque chose qui est approximatif ? C'est une estimation, mais je vous rappelle que le comité international des Olympiques a fait sa grande campagne « We the 15th », nous les 15%. 15% de la population mondiale. Donc on est à peu près. Énorme. Ben oui, mais on est à peu près dans ces zones-là. Et vous l'avez dit, beaucoup de handicaps sont invisibles, 80%, tous les troubles psychiques. Et c'est vrai que pendant le confinement, l'objet de la santé mentale a été vraiment un vrai sujet. Mise en lumière vraiment très importante de l'impact que peut avoir justement le confinement et autres. Mais donc les troubles psychiques. Gringe en parle très bien, à l'arrivée de l'adolescence, 18, 20, 25 ans, cette rupture qu'il peut y avoir sur la bipolarité, la schizophrénie, on n'en parle pas assez, c'est encore tabou. Les médias ont une grande importance et je tiens à rappeler que quand on parle handicap dans les médias, que ce soit sur les séries, que ce soit sur les films, ça fait de l'audience. Donc on voit bien que ça interpelle les gens. Les séries mentales, la série qui parle justement des jeunes, je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne crois pas que ce soit mental, mais peu importe, qui parle des jeunes handicapés psychiques en hôpital. Bien sûr, il y a qu'un aussi qui met en scène. Mais je crois que dans la dernière enquête qui avait été faite il y a 1 an par Téléstar, un grand journal de télévision, il y avait une représentation de 0,3% des personnes handicapées. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mesure. On a un baromètre. C'est 0,6%. 0,6%. Mais c'est rien. C'est que dalle. C'est rien quand on dit We the 15th, 15%. 0,6% de... Et c'est pour ça que, je veux dire, on a des leviers pour ça. C'est pour ça que le guide des experts, ça c'est une excellente idée, bien sûr. Les experts en situation de handicap va permettre de faire augmenter. Parce que moi, ce qui espérons-le. Oui, mais oui. Alors, je propose, Madame la ministre, on va reprendre. Madame la ministre, je vais proposer à nos auditeurs de pousser les murs et de danser sur cette chanson que vous avez choisie de Yuri Buenaventura. Alors, c'est pas la version de Ne me quitte pas de Jacques Brel qu'on a l'habitude d'entendre, mais là, on va danser. Allez, on y va, on l'écoute. Nous évoquions Jacques Brel à l'instant. Il y a un contemporain de Jacques Brel, Brassens, qui l'avait d'ailleurs surnommé l'abbé Brel, disait « On entre dans une chanson par la musique, on y reste par les paroles ». Elle vous inspire quoi, cette phrase ? Très belle. Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Mais moi, je peux pas... Je pense que c'est difficile de dissocier les deux. C'est difficile de dissocier les deux, d'abord parce qu'on se rappelle souvent des paroles par la musique. Donc c'est très difficile de dissocier les deux, mais oui, sur les beaux textes, bien sûr. Et je vous posais cette question parce que là, la version de Yuri Buenaventura, elle fait oublier le texte. Oui, parce qu'elle entraîne, entraîne de façon tellement... c'est une grosse rupture. Radicalement opposée qu'elle nous amène ailleurs. En parlant de texte, vous avez choisi
parmi l'un des plus beaux textes de la variété française. Vous avez voulu nous faire écouter ou réécouter Les Paradis perdus de Christophe. Alors, pour commencer, ça on ne le sait pas toujours, ce n'est pas un texte de Christophe, c'est un texte de Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, compositeur reconnu internationalement, est aussi un magnifique auteur. Qu'est-ce qu'elle raconte pour vous, cette chanson, Les Paradis perdus? C'est vrai, assez nostalgique, mais surtout, elle est tellement bien interprétée par Christophe. C'est fabuleux, ça vous donne des frissons quand on l'entend. J'adore cette chanson. Et elle n'est pas triste non plus. Non. Elle n'est pas triste et elle est un peu nostalgique, c'est certain. Et puis une forme de mélancolie, oui. Mais elle a une tellement belle interprétation par Christophe. Et puis ma fille Julia, elle adore Christophe aussi. Donc, peut-être pas Les Paradis perdus, mais d'autres. Donc c'est un petit clin d'œil pour elle. Voilà. Le paradis, vous y croyez, vous? Vaste sujet. On est sur Radio J, Radio Cultuelle. C'est la chanson, c'est la question Jacques Chancel et Dieu dans tout ça. Voilà, et Dieu dans tout ça, et la foi, et... Votre rapport avec la spiritualité? Elle m'a beaucoup accompagnée. Moi, j'ai perdu maman, elle avait été très jeune, elle avait 58 ans, d'un cancer. J'ai perdu mon père de la maladie de Charcot, que j'ai beaucoup accompagné longtemps. On se pose beaucoup de questions dans ces moments-là. Je vous dis que je suis une éternelle optimiste, donc je pense qu'en effet, on est sur Terre un très court temps, et j'espère. Voilà. C'est l'espoir qui... J'espère, j'espère, je me raccroche à ça aussi. Je dis aussi que j'ai plus foi dans l'action que dans la pensée spirituelle, si on peut dire spirituelle. Donc vous êtes plus pratiquante. Ouais, je suis plus pratiquante par l'action et par l'intérêt à l'autre et l'envie justement d'accompagner les êtres que j'aime. Et je pense qu'il faut leur dire beaucoup plus qu'on les aime quand ils sont vivants. Alors, Christophe nous a quittés le 16 avril 2020, emporté par la Covid. Mais ce qui est peut-être le plus étonnant et le plus touchant dans la carrière de Christophe, c'est qu'il y a eu justement plusieurs carrières en une. Le chanteur yéyé des années 65, les années Jean-Michel Jarre, que vous adorez, avec ses Paradis perdus et les mots bleus. Et puis, vers la fin, un Christophe un peu plus électro, peut-être un peu plus éthéré aussi. Je pense à des chansons comme Enzo, dédiées à Enzo Ferrari. C'est quelqu'un qui, tout en restant lui-même, n'a cessé de se réinventer. Vous avez dû souvent, vous, Madame la Ministre, vous réinventer au cours de votre vie? Oui, je pense que j'ai eu plusieurs vies. J'ai eu la vie professionnelle très active. Très active en sortant de mon école de commerce et les États-Unis, la France, enfin l'Angleterre, la France. Et puis j'ai eu une vie... plus de mère de famille familiale. J'ai continué à travailler et puis après, j'ai eu l'arrivée de Julia qui rebat les cartes et où vous dites, là, il va peut-être falloir poser ses valises et se consacrer vraiment à la stimulation, l'intervention précoce, c'est si important. Donc ça, c'était la vie associative, mais je pense que mon passé professionnel m'a énormément servi dans ma vie associative, parce que je me suis retrouvée à la tête de gérer les auxiliaires de vie scolaire, parce que c'est le militantisme des familles, notamment ma fédération, la FNASEP, qui a créé les auxiliaires de vie scolaire. Des sujets que vous maîtrisiez par cœur. Et les associations avaient 2300 employeurs, étaient employeurs, de 2300 auxiliaires de vie scolaire, qu'on a transféré à l'éducation en 2003. Donc heureusement que j'avais, je dirais, cette capacité de gestion si importante. Et puis ma troisième vie, quand je suis entrée au gouvernement, quand je suis passée de l'autre côté du miroir, que le président de la République m'a dit est-ce que vous êtes prête à mettre en œuvre ce que vous promenez depuis 25 ans, c'est-à-dire la société inclusive, la pleine participation. Et là, j'ai senti qu'il y avait une écoute extrêmement différente de tous les... parce que à chaque campagne présidentielle, comme tous les présidents d'associations, on faisait notre lobbying pour aller porter nos sujets. Quand j'ai rencontré le candidat Macron, j'ai senti cette écoute extrêmement différente. Que vous n'aviez pas senti chez les autres? Chez jamais personne d'autre. De regarder les personnes comme, des citoyens avant tout. Et la seule chose que j'ai demandé, c'est d'être attachée auprès du Premier ministre, mais c'était déjà dans son optique. C'est-à-dire d'avoir vraiment un travail gouvernemental interministériel. Et la deuxième chose, j'ai dit, pas de loi Cluzel, ça sert à rien. Alors c'est peut-être au détriment de ma notoriété, mais peu importe.
Par contre, c'est comme ça qu'on change la donne. Dans la loi de liberté de choisir son avenir professionnel, avec Muriel Pénicaud, la réforme de l'obligation d'emploi, c'est-à-dire dans la loi de l'école de la confiance avec Jean-Michel Blanquer, dans la loi avec Nicole Belloubet pour transformer et redonner le droit de vote aux personnes handicapées. C'est comme ça qu'on innerve en fait et on irrigue. Donc voilà, ça c'était ma troisième vie. Après, il y en aura peut-être encore d'autres. Hein. Madame la ministre, et pourquoi un secrétariat d'État ? Vous n'avez pas été tentée de demander un ministère ? Oui, mais on sortait de loin. Secrétariat d'État rattaché à la santé pendant des années. Hein. Donc c'est la prochaine étape, ça ? Sujet de droit. Je pense que la prochaine étape, c'est qu'on est en train de construire notre 5e branche de l'autonomie. Hein, donc là aussi, on a des sujets extrêmement copains. Personnes âgées, personnes handicapées. Je pense que pour construire cette 5e branche de l'autonomie, du soutien à l'autonomie, de la prévention de la perte d'autonomie, il va falloir avoir un regard plus général sur la place des personnes handicapées et des personnes âgées. Mais rappelons que les personnes handicapées vieillissent, et tant mieux. Ça veut dire sont un jour des personnes âgées aussi, bien sûr. Et donc voilà, quelle est la limite ? Comment la domotique, la technologie est au service de bien vivre chez soi, bien vieillir chez soi ? Comment, dans l'insertion professionnelle, on va prendre en compte, pour éviter la désinsertion professionnelle, parce qu'il y a beaucoup de troubles qui surviennent durant la carrière professionnelle. Donc on a un enjeu, et quand on sert, les personnes handicapées, on sert tout le monde, y compris les personnes âgées, dans la mobilité, dans l'accès à la vie, même affective, intime et sexuelle, dans les établissements, que ce soit pour personnes handicapées ou personnes âgées. Donc on voit bien qu'on a un enjeu aujourd'hui d'élargir vraiment ce socle de cette société inclusive, fraternelle, bienveillante, qui fait sa place à toutes les différences, que ce soit handicap, âge ou des causes qui nous engendrent des éloignements de l'emploi, etc. Donc on a encore beaucoup de travail. Oui, encore de nombreuses années. Je pense que dans la méthode, on a énormément transformé les choses grâce à la méthode. Et donc, je voudrais vraiment qu'on puisse prolonger cette méthode, c'est-à-dire de participation avec les personnes handicapées. Lors du comité interministériel du handicap tenu par Jean Castex jeudi, les personnes handicapées, à travers le Conseil national consultatif des personnes handicapées, étaient représentées et présentes. Parce qu'on construit plus vite les politiques publiques avec l'expertise des personnes. Bien évidemment. Ah oui, mais ce n'était pas le cas avant. C'était pas le cas avant. Et écoutez, non. Voilà. À vous entendre parler, je pense que 5 ans, c'est vraiment trop court. Il va falloir qu'on remette ça. Bon, les chantiers sont bien ancrés, de toute façon, quoi qu'il se passe. Et puis je pense que le signal d'un ministère à part entière, ce serait bien pour les personnes en situation de handicap. Allez. Les paradis perdus, on l'écoute ? Les paradis perdus, Christophe, le choix de Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes en situation de handicap. Madame la ministre, nous arrivons au terme de notre balade en chanson avec vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage. La force des différents, changer de regard sur le handicap. Je précise que tous les droits d'auteur de ce livre sont reversés, tous les bénéfices sont reversés au programme Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées de la Fondation de France. Ça, c'était important que ce soit dit aussi. Une dernière question. Publié chez Lattès. Publié chez Jean-Claude Lattès, avec une couverture extrêmement sympathique. Il est de qui ce dessin ? Mathieu Sapin. Avec justement, il a été formidable parce que je lui ai dit le titre et voilà, il a imaginé ça. C'est-à-dire 3 personnes, une qui est aveugle, une jeune femme, une petite fille, une jeune femme, et une personne en fauteuil qui font l'équilibre, qui porte le monde en équilibre. Une toute dernière question, Madame la ministre, que je pose à tous mes invités. Quel est le plus beau cadeau que vous ait fait la vie à ce jour ? Le plus beau cadeau, je vous dis, ma famille est un cadeau formidable et je dis vraiment toute ma famille, c'est-à-dire mon mari, mes enfants, et puis le fait d'être moi-même en bonne santé pour pouvoir tout simplement transmettre ce que la vie m'a donné, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de mes missions, c'est ça qui m'importe. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir fait ce petit détour par le micro de Radio J. Merci beaucoup Frédéric Zetoun, c'était un plaisir de pouvoir égrener comme ça des souvenirs avec ces chansons. C'est important, la chanson. Plaisir partagé. Voilà. Merci beaucoup, madame.